Bonjour, chers étudiants. La séquence présente doit être consacrée à l'organisation de la société anonyme. Rappelez-vous que c'est une société de capitaux, c'est le modèle des grands projets qui sont sur la scène juridique. Elle est aussi organisée d'une manière à pouvoir gérer les différentes questions dans sa vie. Pour cette organisation, on va voir les assemblées générales, les titres et les mutations de la société anonyme. Concernant les assemblées d'actionnaires, c'est la loi qui confie une grande importance à ces assemblées auxquelles tous les actionnaires peuvent participer. Ces assemblées générales, ce sont des réunions des différents actionnaires pour prendre les décisions en relation avec la vie de la société. Ces assemblées concrétisent l'émergence des théories de la corporate governance dans les sociétés commerciales. Il existe 3 types différents d'assemblées. Donc on se trouve avec les assemblées générales ordinaires, les assemblées générales extraordinaires et les assemblées spéciales. S'agissant des assemblées générales ordinaires, ils ont une compétence résiduelle. Et ils prennent toutes les décisions autres que celles modifiant les statuts de la société. Donc, la pluralité des décisions prises par la société sont prises dans ces assemblées générales ordinaires. L'assemblée générale ordinaire exige une condition de quorum, mais seulement sur première convocation. Et elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le 1/4 des actions. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Les décisions des assemblées générales ordinaires, parmi ces décisions, on trouve l'approbation des comptes. L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an pour délibérer et statuer sur toutes les questions relatives aux comptes annuels. Pour ce faire, le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée générale ordinaire le rapport de gestion et les comptes annuels. La nomination et la révocation des administrateurs et des membres du conseil de surveillance sont aussi de la compétence des décisions des assemblées générales ordinaires. Concernant l'autre type d'assemblées, qui sont les assemblées générales extraordinaires, qui sont régies par l'article 110 de la loi 1795, c'est la seule qui est habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. C'est-à-dire que ces assemblées générales extraordinaires prennent les décisions qui exigent la modification des statuts, par exemple la modification du capital social, le changement du siège social ou autre. L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou présentés possèdent au moins la moitié des actions. Et sur deuxième convocation, sur le 1/4 des actions. Elle statue à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Donc l'actionnaire assiste dans les assemblées générales, ordinaires et extraordinaires. Il peut aussi mandater quelqu'un pour le représenter dans ces assemblées. Les assemblées générales extraordinaires sont compétentes des décisions exigeant la modification des statuts, exemple la transformation de la société anonyme qui doit faire l'objet de cette modification, aussi l'augmentation ou la réduction du capital social, et enfin la dissolution de la société anonyme doit être prise par
l'Assemblée générale extraordinaire, lorsqu'elle est décidée par les actionnaires, elle est traitée comme une modification des statuts. Le troisième type d'assemblée, c'est l'assemblée spéciale réglementée par les articles 107 et 113 de la loi 1795 relative à la société anonyme. Cette assemblée réunit les titulaires d'actions d'une même catégorie. Elle est compétente pour approuver les modifications apportées aux droits relatifs à la catégorie d'actions détenues par les actionnaires. La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation de l'assemblée spéciale des actionnaires. Les assemblées spéciales délibèrent aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 111 de la loi 1795. La société anonyme, dans sa vie, émet différents titres, selon l'article 243 et suivant de la loi 1795. Et ces titres qui sont émis par la société anonyme sont appelés des valeurs mobilières. Les valeurs mobilières émises par la société anonyme sont de 3 catégories. Donc on trouve les actions, les obligations et les certificats d'investissement. S'agissant des actions émises par la société anonyme, l'action est une valeur mobilière qui joue un rôle exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'elle alimente le capital indispensable à l'existence de la société anonyme et participe à l'exercice du pouvoir délibérant. Donc, un actionnaire qui a fait des apports à la société, il aura en contrepartie un ensemble d'actions proportionnelles aux apports qu'il a faits. Le terme action désigne le droit de l'associé dans une société anonyme et il désigne également le titre négociable que représente ce droit. Il faut signaler que l'actionnaire dans la société anonyme ou bien tout associé dans toutes les formes de société bénéficie d'un ensemble de droits. On classe ces droits sous 2 catégories. Une catégorie de droits politiques et une catégorie de droits financiers. Les droits politiques comprennent le droit à l'information et le droit de vote. Par contre, les droits financiers concrétisent le bénéfice de l'actionnaire de sa part sur les profits de la société. Dans les sociétés anonymes, les actions sont marquées par leur négociabilité, c'est-à-dire qu'ils sont faciles à céder. Les actions confèrent à leurs titulaires des droits pécuniaires, qui sont les droits aux dividendes, et des droits politiques. Comme on a dit, ce sont les droits liés à l'information et au droit de vote. Deuxième catégorie de titres émis par la société anonyme, ce sont les obligations. Il faut dire que ces titres, ils sont de la spécificité de la société anonyme qui est seule habilitée à émettre ce genre d'obligations. Ce sont des titres négociables émis par une société anonyme qui emprunte un capital important, généralement à long terme. Ce sont des titres de créance qu'a l'obligataire sur la société. Les sociétés anonymes recourent souvent à ce genre de financement du fait qu'il est moins contraignant qu'un crédit ordinaire. L'opposition entre l'action et l'obligation est établie d'un point de vue juridique. Si l'actionnaire est un associé, d'où la nature originale de ses apports avec la société, l'obligataire est un créancier de la société différent de l'actionnaire. D'un point de vue économique, l'obligataire est exposé comme l'actionnaire à l'insolvabilité de la société. L'obligataire se préoccupe
de toucher un intérêt fixe et de posséder un titre dont le cours variera peu. Par contre, l'actionnaire court le risque de recevoir des dividendes insignifiants et escompte la hausse du cours de ses actions. Le troisième titre émis par la société anonyme, ce sont les certificats d'investissement, réglementés par l'article 282 et suivant de la loi 1795. C'est un produit financier qui résulte du démembrement de l'action en deux titres différents. C'est-à-dire que la même action, elle contient deux titres différents. Il y a les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote. Ils représentent les droits pécuniaires liés à l'action. Toutes les sociétés anonymes peuvent émettre des certificats d'investissement. Dans une société, il doit exister un nombre légal de certificats d'investissement et de certificats de droit de vote, ce qui est logique, parce que chaque catégorie correspond à une partie des droits attachés aux actions. Le but de l'émission de ces certificats d'investissement est de permettre à un actionnaire majoritaire de développer les fonds propres de la société qu'il contrôle. Ces certificats d'investissement constituent une catégorie originale de valeurs mobilières soumises à un régime juridique propre. Ils ne peuvent être créés lors de la constitution de la société, mais leur création est décidée au cours de la vie sociale par une assemblée générale extraordinaire, ce qui nécessite la modification des statuts. Dans la vie de la société, celle-ci pourra être exposée à différents incidents. Donc, si elle est in bonis ou bien dans une bonne santé financière, elle peut souhaiter élargir son activité sur le marché. Elle peut, par exemple, faire une fusion avec une autre société, ou bien elle peut changer sa forme sociale ou autre. Donc, la société est un organisme évolutif. Elle est confrontée à des changements dans les rapports entre associés ou dans son environnement. Les modifications envisagées dans cette présentation sont les plus importantes. Elles nécessitent une modification des statuts, c'est-à-dire qu'ils doivent être prises par les assemblées générales extraordinaires. La première mutation qui peut exister dans la vie d'une société, c'est la modification du capital social. Donc cette opération, elle est réglementée par l'article 182 à 215 de la loi 1795. Ces modifications sont les modifications mises en œuvre le plus fréquemment dans la vie des sociétés. Le capital peut être augmenté afin d'accroître la solidité financière de la société. Le capital social peut être augmenté afin d'accroître la solidité financière de la société ou simplement pour accueillir de nouveaux associés. Il peut également faire l'objet d'une réduction. S'agissant de l'augmentation du capital social, c'est une opération consistant à intégrer dans le capital de la société de nouveaux apports et parfois de nouveaux associés. Elle peut prendre la forme d'une émission de nouvelles actions ou bien celle d'une augmentation de la valeur nominale des titres déjà existants. Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire dans le cas de l'augmentation de la valeur nominale des titres, l'unanimité est exigée, puisqu'elle implique que tous les actionnaires ou bien tous les associés souscrivent à l'augmentation du capital pour que celle-ci puisse être réalisée.
La décision de l'augmentation du capital dans une société anonyme est de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire, ce qui nécessite la modification des statuts. Elle décide sur rapport du conseil d'administration ou du directoire une augmentation immédiate ou à terme. Dans d'autres sociétés, les actionnaires se voient reconnaître par la loi un droit préférentiel de souscription. Dans certaines sociétés, les actionnaires se voient reconnaître par la loi un droit préférentiel de souscription. Ce droit consiste en un droit à souscrire prioritairement à une augmentation de capital. Lorsque l'augmentation de capital implique le versement de sommes à la société, celles-ci devront parfois être libérées dans les délais déterminés. La libération des actions correspond à un apport en nature doit être immédiate, c'est-à-dire que tous les apports en nature doivent être libérés d'une manière immédiate. Concernant l'opération de la réduction du capital social, elle peut viser à apurer les pertes de la société. Donc c'est le résultat d'une crise dans laquelle a vécu la société et par la suite, elle voudra apurer ses pertes. Des actions peuvent être annulées parce que les apports qui avaient été faits par les associés ont été consommés par l'activité sociale. Dans cette hypothèse, la réduction du capital est une opération faite dans l'intérêt des créanciers, qui ne seront pas trompés par un montant statutaire du capital trop élevé par rapport à la réalité des capitaux propres de la société. Une opération cruciale dans la vie de la société, c'est celle de la transformation de cette société. Donc c'est une décision qui peut être prise à n'importe quel moment de la vie de la société. Elle est au choix, elle n'est imposée que dans une seule société. Une autre mutation dans la vie de la société qui est la transformation. Cette opération est au choix de la société, c'est-à-dire qu'elle peut la prendre à chaque moment de sa vie. En droit des sociétés, il existe une seule forme de transformation imposée par le législateur, c'est dans la situation où la société à responsabilité limitée se trouve avec ses comptes associés au plus. Dans ce cas, le législateur exige ou bien la régularisation de la situation ou bien la transformation de la société à responsabilité à une société anonyme. Cette transformation est l'opération par laquelle une société change de forme juridique, tout en conservant sa personnalité morale. Cette mutation prend la forme d'une modification des statuts. L'article des statuts qui indique la forme sociale choisie est modifié, en même temps que toutes les autres stipulations liées à l'ancienne forme. Par exemple, la qualification des titres des associés et des droits qui y sont attachés, organisation de la direction et du contrôle de la société, etc. La règle essentielle dans cette opération est que la société ne peut se transformer en une autre forme que si elle remplit les conditions exigées par la loi. La société qui se transforme doit être en harmonie avec sa forme d'accueil, en termes de capital social, de nombre d'associés, des qualités requises de ceux-ci, etc. Donc si on prend l'exemple d'une transformation d'une société à responsabilité limitée vers une société anonyme, celle-ci doit prendre les mesures appropriées pour répondre aux exigences législatives. C'est-à-dire que les associés ne peuvent pas être moins de 5. Aussi, le capital social
ne doit pas être moins de 300 000 dirhams et ainsi que pour toutes les autres mesures en relation avec la transformation. Concernant les effets de cette transformation, elle a des effets à l'égard de la société. Celle-ci conserve sa personnalité morale, ce qui n'exige pas la naissance d'une nouvelle. La situation des associés peut changer et leur responsabilité peut devenir illimitée ou limitée selon le cas de la forme nouvelle. Les droits que détiennent les associés sur la société seront également affectés. Leurs parts sociales peuvent devenir des actions ou bien leurs actions peuvent devenir des parts sociales. Un autre effet au regard des créanciers. Ceux-ci ne doivent pas être lésés par la transformation et leurs créances subsistent. Les effets sur les contrats se résument dans la question suivante. Ils ne prennent pas fin avec la transformation, sauf stipulation sur ces contrats. Une autre mutation qui est très importante dans la vie de la société lorsqu'elle s'estime capable d'élargir son activité sur un marché. C'est l'opération de la fusion. C'est l'un des modes de restructuration des sociétés en transférant toute une activité active et passive à la fois d'une société à une autre. C'est une opération par laquelle une société en annexe une autre, l'annexante et l'annexée ne faisant plus qu'une seule société. Si nous pouvons le dire, c'est un mariage juridique qui aura sans doute plusieurs effets. Techniquement parlant, la fusion provoque une augmentation du capital chez l'annexante et une dissolution chez l'annexé. Les associés de cette dernière deviennent associés de la première. Et juridiquement parlant, il y a plusieurs formes de fusion, mais la plus usitée, c'est la fusion-absorption. Dès lors, on va parler de société absorbante et de société absorbée. Il existe plusieurs types de fusion. Il y a fusion-absorption, lorsque l'absorbé disparaît et l'absorbante s'enrichit de sa valeur. Il y a transmission universelle du patrimoine de la première à la seconde. Deuxième type, c'est la fusion par création d'une nouvelle société. Deux sociétés s'unissent et ils vont disparaître pour faire créer une troisième. La fusion-absorption est la plus courante parce que la plus facile à réaliser et parce qu'elle évite les lourdeurs de constitution d'une société nouvelle. Lorsque la décision de fusion est prise par chacune des sociétés, dans les conditions requises pour la modification des statuts, donc c'est une décision qui doit être prise par une assemblée générale extraordinaire, du fait qu'elle exige aussi la modification des statuts. La règle est logique. Pour l'absorber, la fusion emporte dissolution. Par contre, pour l'absorbante, elle induit une augmentation de son capital. Cette opération de fusion a plusieurs effets sur les différents partenaires de la société. Ces effets sont réglementés par l'article 224 de la loi 1795. Donc cette opération entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée. On assiste aussi à la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée dans celui de la société absorbante. Cette opération entraîne simultanément l'acquisition par les associés de la société absorbante. Cette opération entraîne simultanément l'acquisition par les associés
de la société absorbée de la qualité d'associé dans la société bénéficiaire ou dans la société absorbante. Donc, ces associés de la société absorbée, ils troquent leurs titres contre ceux de la société absorbante. Quant aux associés préexistants de la société absorbante, leur nombre, il va croître, d'où des incidences éventuelles sur l'équilibre des forces dans la société. Cette entrée de nouveaux associés dans la société absorbante ne devrait pas donner lieu à agrément. La solution était commandée par la nature de la transmission universelle du patrimoine. Cette opération a aussi des effets à l'égard des créanciers. La société absorbante voit sa situation financière changer. Certes, ses actifs augmentent, mais aussi son passif. Cette opération aura aussi des effets à l'égard des créanciers. Certes, la société absorbante voit sa situation financière changer. Ses actifs vont augmenter, mais aussi son passif. D'où l'inquiétude éventuelle de ses créanciers. Cette anxiété est partagée par les créanciers de l'absorbé qui, de leur côté, assistent à la disparition de leur débiteur initial. Le droit assure la sauvegarde des droits des uns et des autres par le principe de la transmission universelle du patrimoine. Les effets à l'égard des salariés sont logiques. Les salariés ne seront pas affectés par la fusion, conformément à l'article 19 du Code du travail qui prévoit le maintien des contrats de travail et donc le maintien de l'ancienneté acquise au service de l'absorbé. La dernière mutation à laquelle on peut assister dans la vie de la société, c'est la dissolution. Lorsqu'on veut mettre fin au contrat de société, on provoque sa dissolution. Concernant la dissolution, il y a des causes communes à toute forme de société et il y a des causes qui sont spécifiques à chaque forme de société. S'agissant des causes communes, elles sont prévues par les articles de 1051 à 1063 du DOC. Premièrement, l'arrivée du terme, la réalisation de l'objet ou bien l'impossibilité de la réalisation de l'objet, l'annulation, la dissolution judiciaire, le prononcé de la liquidation judiciaire et enfin la volonté des associés qui peuvent décider de la dissolution de la société. Concernant les causes de dissolution spéciales aux sociétés anonymes, la première cause, c'est le nombre d'associés inférieur à 5. Si la société se trouve avec moins de 5 actionnaires, tout intéressé peut demander l'annulation de cette société. Deuxième cause, c'est la réduction de capital en dessous du minimum légal. Si la société anonyme se trouve avec moins de 300 000 dirhams ou bien de 3 millions de dirhams selon le cas, elle pourra être dissoute à n'importe quel moment si elle ne régularise pas la situation. Troisième cause, lorsque les capitaux propres inférieurs au quart du capital social selon l'article 357 de la loi 1795. Ces causes valent sauf régularisation dans les délais prescrits. Les effets de la dissolution, premier effet, c'est la publicité. Donc la décision de dissolution doit faire obligatoirement objet de publicité au greffe du tribunal du siège de la société. Il doit être aussi enregistré sur le code, sur le registre de commerce et aussi doit faire l'objet d'insertion d'un avis de dissolution au bulletin officiel. Deuxième effet de la dissolution, c'est la survie de la personnalité morale de la société en liquidation. La personnalité morale de la société subsiste
pour les besoins de liquidation et de partage. La société est dissoute mais conserve sa personnalité juridique. Elle dispose toujours d'un patrimoine séparé de celui des associés. Merci de votre attention et bon courage à tous les étudiants.